LibroFest Metropolitano 2022. L'histoire de toute société jusqu'à nos jours n'a été que l'histoire de la lutte des classes, écrivaient Friedrich Engels et Karl Marx en 1848 dans le Manifeste du Parti communiste. L'affirmation reste pertinente, mais je suis tenté, à l'issue de cette enquête, de la reformuler de la façon suivante. L'histoire de toute société jusqu'à nos jours n'a été que l'histoire de la lutte des idéologies et de la quête de justice. Autrement dit, les idées et les idéologies comptent dans l'histoire. La position sociale, aussi importante soit-elle, ne suffit pas à forger une théorie de la société juste, une théorie de la propriété, une théorie de la frontière, une théorie de l'impôt, de l'éducation, du salaire, de la démocratie. Thomas Piketty, Capital et idéologie, 2019. Alors, dans ce nouveau livre, Capital idéologie, j'essaye de prendre effectivement les idéologies au sérieux, et je pense que toutes les sociétés humaines ont besoin de narratifs, d'histoires, d'idéologies permettant d'essayer de comprendre dans quelle mesure leur structure économique, et en particulier les inégalités entre classes sociales, le niveau de ces inégalités, la structure des inégalités, sont justes et justifiées. Et toutes les idéologies qui se succèdent dans l'histoire essayent finalement de répondre à cette question, alors souvent avec une certaine dose d'hypocrisie, notamment de la part des groupes dominants qui cherchent évidemment à trouver des explications parfois pour n'importe quel niveau d'inégalité, y compris des niveaux d'inégalité très, très difficiles à justifier. Mais je pense qu'en même temps, il faut prendre au sérieux ces constructions idéologiques et politiques, parce que finalement, c'est ça qui souvent permet de comprendre le moteur du changement historique. Et ce sont des discours qui sont toujours plus sophistiqués que ce qu'on peut parfois s'imaginer. Il y a toujours un élément de plausibilité dans ces discours. Il y a aussi une diversité de ces trajectoires qu'on observe entre les différents pays et qu'il faut vraiment prendre au sérieux. Donc, en particulier dans mon livre, j'insiste sur la façon dont les sociétés d'ancien régime, de façon plus générale, les sociétés ternaires ou parfois quaternaires qui organisent les relations entre groupes sociaux à partir d'une supposée complémentarité fonctionnelle, notamment entre une classe guerrière, nobiliaire qui assure le maintien de l'ordre, une classe cléricale, religieuse qui assure un rôle de structuration spirituelle, intellectuelle, et puis un tiers-état chargé de s'occuper du travail manuel, de la production de nourriture, de vêtements, que ces constructions idéologiques reposaient malgré tout sur la vision d'une relation d'échange entre les différents groupes, c'est-à-dire qu'il y avait les différentes classes apportaient quelque chose à l'ensemble, en particulier les groupes dominants apportaient quelque chose à l'ensemble pour justifier leur position, et la façon ensuite dont la montée en puissance de l'État centralisé, le fait que certains de ces services, notamment en matière de maintien de l'ordre ou de services éducatifs, ont été peu à peu remplis par d'autres institutions qui n'émanaient pas forcément de ces groupes nobiliaires ou cléricaux, a contribué finalement à saper la légitimité de ce système. Et le système de type propriétariste qui s'est mis en place, notamment en France à la suite de la Révolution française, cherche à se fonder sur une vision supposément plus ambitieuse de l'égalité, de la possibilité pour tout le monde d'accéder aux droits de propriété, avec en fait des formes d'hypocrisie considérables, avec un droit de propriété qui est d'abord très, très masculin, qui est très limité aux hommes, et puis qui, en vérité, revient un petit peu à remplacer une religion par une autre. C'est-à-dire qu'on a une véritable religion de la propriété au XIXe siècle qui s'incarne notamment au moment des abolitions de l'esclavage, où on croit utile de compenser non pas les esclaves pour les mauvais traitements et les décennies de travail sans salaire, mais les propriétaires pour leur perte de propriété, avec une idéologie très forte chez des intellectuels dits libéraux comme Tocqueville, pour qui, si on commence à spolier un propriétaire d'esclaves sans le compenser financièrement, où va-t-on s'arrêter? Et donc, il ne faut jamais remettre en cause les droits de propriété établis dans le passé, quelle que soit la fortune d'un oligarque ou d'un milliardaire aujourd'hui, surtout ne remettons rien en cause, parce que sinon, on ne saura pas où s'arrêter. Sauf qu'en fait,
au cours du XXe siècle, c'est justement grâce à une forme de désacralisation de la propriété qu'on a finalement atteint non seulement un niveau de plus fort d'égalité, mais aussi une plus grande prospérité économique. C'est-à-dire que moi, c'est un des messages forts de mon livre, c'est que finalement, il y a eu un processus de réduction des inégalités qui s'est fait dans la douleur au XXe siècle, avec des crises considérables, un défi communiste qui a contraint finalement les pays capitalistes à mettre en place des systèmes de sécurité sociale, d'impôts progressifs, d'éducation publique qui ont permis une forme de réduction des inégalités qui finalement a permis aussi une prospérité économique jamais vue auparavant. Et donc il y a quand même voilà, une forme d'apprentissage dans l'histoire, d'apprentissage d'une nouvelle forme de régulation de la propriété, de régulation des rapports de frontières dans des communautés de plus en plus vastes, dont il s'agit d'organiser les relations entre elles de façon aussi pacifique et solidaire que possible, ce qui évidemment n'est pas simple. Il y a aussi des échecs retentissants avec la tentative de suppression de toute forme de propriété privée par une propriété étatique hyper centralisée, qui a été un échec cuisant et dont l'échec depuis 1990 avec la chute du communisme soviétique explique en grande partie l'espèce de nouvelle phase de sacralisation de la propriété privée dans lesquelles on est rentré depuis 1990 et on commence peut-être à en sortir un peu aujourd'hui, mais disons à l'échelle de l'histoire, c'est un événement qui reste très, très structurant et qui explique, je pense, une partie importante des évolutions idéologiques des 30 dernières années. Mais voilà, c'est pas la fin de l'histoire. Toutes ces évolutions, elles vont continuer de suivre leur cours avec des discours contradictoires, mais qui ont tous un peu leur part de plausibilité. Je dis ça non pas pour renvoyer tous les discours idéologiques dos à dos, parce que moi je m'engage dans ce livre et j'essaie de montrer qu'il est possible quand même de tirer des leçons de ces expériences historiques, de la comparaison entre pays. Trop souvent, chaque pays a tendance à ignorer un peu les expériences des autres et à s'appuyer uniquement sur sa propre expérience, ou tout du moins ce que les différents groupes ont envie de retenir de leur propre expérience. Et je pense qu'en élargissant le spectre des comparaisons et de la mémoire, il est possible de se prononcer et d'essayer de faire avancer les choses dans la direction d'une plus grande égalité. Mais pour le faire, je pense qu'il faut donner une chance à ces différents discours idéologiques. Il faut les prendre au sérieux. Ils sont toujours plus sophistiqués. Je crois que voilà, si on voit simplement l'idéologie, le discours comme un simple voile permettant de justifier une éternelle domination mécanique et unidirectionnelle de certains groupes sur d'autres, on rate la complexité, les relations d'échange et surtout la diversité des formes d'organisation économique et politique qui existent toujours pour un même niveau de développement. Je propose de repenser fondamentalement les rapports de propriété et d'introduire dans la réflexion sur la propriété les notions de propriété sociale, de propriété temporaire, permettant de garder en gros les bons aspects de la propriété privée, ou en tout cas de la petite propriété privée, tant qu'elle ne s'accumule pas dans des concentrations de pouvoir trop fortes, et en repoussant justement les mauvais aspects, et aussi en repoussant les aspects très centralisés liés à la propriété étatique, qui peut évidemment jouer un certain rôle dans un certain nombre de secteurs, mais qui ne peut pas être la solution générale à tous les problèmes d'organisation. Donc très concrètement, moi je propose de poursuivre et de radicaliser les choses qui ont marché au cours du XXe siècle, notamment plus de droits pour les salariés dans la gouvernance des entreprises. Je pense que les pays comme la Suède ou l'Allemagne, qui ont introduit parfois jusqu'à 50% des droits de vote pour les salariés dans les conseils d'administration des entreprises, eh bien, il faut aller encore plus loin. Il faut d'abord étendre ça à tous les pays qui ne l'ont pas fait, mais on peut aussi imaginer, pour aller plus loin, non seulement d'avoir 50% des droits de vote
pour les salariés, indépendamment de toute participation au capital, mais également au sein des 50% des droits de vote ouverts aux actionnaires, de plafonner combien un actionnaire individuel peut avoir de droits de vote, au moins sur les sociétés au-delà d'une certaine taille. On peut imaginer qu'aucun actionnaire individuel ne puisse avoir plus de 10% des droits de vote dans une société de plus de 100 salariés. L'idée générale, c'est qu'on a besoin, c'est pour ça que je parle de socialisme participatif, on a besoin d'une participation de tous. On vit dans une société, des sociétés extrêmement éduquées, et l'idée qu'une seule personne, parce qu'elle a eu des bonnes idées à l'âge de 30 ans, ou parce qu'elle a eu beaucoup de chance aussi parfois à l'âge de 30 ans, devrait pouvoir concentrer tous les pouvoirs à l'âge de 50 ans, 70 ans, 90 ans, est une idée folle, une idée un peu monarchique appliquée à l'organisation de l'économie qui en fait ne correspond pas du tout à la réalité. Et cette espèce de sacralisation des milliardaires qu'on a aujourd'hui, voilà, quel que soit le nombre de zéros, c'est toujours justifié, c'est toujours formidable et tout le monde devrait les remercier. Je pense qu'en fait l'économie, elle fonctionne avec plein de petites et moyennes entreprises, de personnes qui ont accumulé quelques centaines de milliers d'euros, parfois quelques millions, peut-être parfois quelques dizaines de millions, mais d'avoir des personnes qui ont des milliards, des dizaines de milliards, quand je compare les différentes sociétés entre elles, les différentes périodes historiques entre elles, je pense pas que ce soit très utile. L'autre élément qui forme le modèle de socialisme participatif dont je parle dans le livre, avec plus de droits de vote pour les salariés et un meilleur partage du pouvoir dans les entreprises entre salariés et actionnaires, c'est aussi une redistribution permanente de la propriété elle-même, avec un système d'imposition, d'impôt progressif sur le capital, qui fasse que, voilà, dès qu'on dépasse un certain niveau d'accumulation patrimoniale et donc de concentration du pouvoir économique, on reverse chaque année une part importante qui peut aller sur des accumulations extraordinairement élevées jusqu'à 80%, 90%, de façon à faire circuler la propriété. Et c'est ça qui permet de financer aussi la notion d'héritage minimum pour tous. Dans le livre, je propose de fixer ça à 120 000 euros, qui serait l'équivalent un peu du 60% du patrimoine moyen par adulte dans un pays comme la France, qui correspond à peu près au patrimoine médian. Donc, en gros, la moitié la plus pauvre, qui aujourd'hui ne possède presque rien, serait immédiatement montée au niveau du patrimoine médian. Alors, pour des personnes qui possèdent des millions et des milliards, peut-être qu'ils vont trouver qu'avoir 0 ou avoir 100 000 euros ou 200 000 euros, ça ne fait pas beaucoup de différence. Mais en réalité, ça fait une énorme différence. Parce que quand vous ne possédez rien, quand parfois vous avez que des dettes, mais même si vous simplement vous possédez rien, vous êtes dans une situation disons, de manque de contrôle par rapport à votre propre vie, par rapport à vos opportunités économiques. C'est-à-dire que quand vous possédez rien, vous êtes obligé de tout accepter. Vous êtes obligé d'accepter n'importe quel travail, n'importe quelle condition de travail, n'importe quel salaire, parce que voilà, il faut pouvoir payer ses factures, payer son loyer, de nourrir sa famille. Enfin, vous n'avez aucun contrôle véritable sur votre propre vie. Dès lors que vous possédez un peu, alors tout ça dans le cadre d'un système où il y a par ailleurs un système de services publics, d'assurance santé, de revenus de base, de revenus minimum mensuel, de système éducatif. C'est-à-dire la dotation en capital, l'héritage pour tous n'est pas la solution miracle qui remplace tout le reste du système social. Dans le système que je défends, ces 120 000 euros pour tous à 25 ans, ça représente jamais que 5% du revenu national en recettes fiscales dépensées chaque année, alors que l'ensemble du système social que je décris dépense 45% du revenu national. Donc le gros du système fiscal et légal est centré sur d'autres choses et une logique d'accès aux biens fondamentaux que sont l'éducation, la santé, la culture, la retraite, l'allocation chômage, le revenu de base, et non pas sur cette dotation en capital. Il reste que cette dotation en capital, cet héritage minimum pour tous, si on l'ajoute à tout le reste, peut vraiment contribuer à changer les choses, parce que c'est ça qui peut permettre, notamment à la moitié de la population la plus pauvre, ou même aux 2/3 de la population la plus pauvre, qui aujourd'hui possède presque rien, la moitié, si on prend les 50% les plus pauvres, en France ou aux États-Unis ou en Amérique latine, vont posséder moins de 5% du patrimoine total, parfois à peine 1 ou 2% pour 50% de la population. Donc voilà, l'idée qu'il faudrait simplement attendre que les
choses s'améliorent toutes seules, attendre la croissance, attendre la compétition pour améliorer ça. Bon, si c'était le cas, ça fait longtemps qu'on aurait dû voir des effets. Il n'y a aucune société, y compris les sociétés social-démocrates d'après-guerre, qui ont réussi quand même une certaine forme de réduction des inégalités, ne sont jamais parvenues à diffuser la propriété davantage que ça. Donc je pense qu'il faut avoir une approche plus volontariste qui permettra finalement d'égaliser les relations de pouvoir à l'intérieur de la société. C'est-à-dire ça donnera un pouvoir de négociation plus important sur beaucoup d'autres choses, sur le travail, sur les salaires, sur la vie en général, à toute une partie de la population qui aujourd'hui, ne possédant rien, se retrouve un peu à la merci dans des rapports de négociation et les relations de pouvoir qui se nouent dans la société. Donc l'enjeu, c'est vraiment ça va très au-delà d'une question d'argent, c'est vraiment la question du pouvoir dans la société et du contrôle qu'on peut exercer sur sa propre vie. Merci à vous et j'espère effectivement pouvoir très vite venir vous voir au Mexique et en Amérique latine. Au revoir et à bientôt. Merci.